Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le film est en salle depuis le 4 novembre. En mai, Fais ce qu'il te plaît raconte l'histoire de l'exode de mai-juin 1940. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui ce bouleversement majeur pour la population française de l'époque. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pour avoir sollicité de nombreuses, on pourrait même dire de très nombreuses personnes quant aux souvenirs qu'elles conservaient ou conservent de la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu mesurer à quel point cet exode de 1940 occupe une place à part dans les mémoires. C'est une sorte de fracture dans la vie des gens, vous savez. Pour la plupart des civils qui à l'époque vivaient au nord de la Loire, en gros, on peut parler d'un arrachement, d'une migration qui les ont marqués à vie. Je suis heureux de pouvoir en parler aujourd'hui avec Olivier Vieviorca et avec Christian Carion, le réalisateur du film qui déjà nous avait gratifié de joyeux Noël autrefois. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Gilles sur le procès de Nuremberg qui s'est ouvert il y a 70 ans. Oui, voilà qui reste dans la note. Pour le moment, nous allons nous mêler au peuple de la route. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes pas très loin de Paris, à Taverny, le vendredi 7 juin 1940, dans un département qui à l'époque s'appelait la Seine-et-Oise. Aujourd'hui, c'est la partie de la Seine-et-Oise qui est devenue le Val d'Oise. Il fait beau, il fait chaud en ce début de mois de juin, bien entendu. C'est à Taverny que vit la famille Moga, Madeleine et Henri, mobilisés à Orléans à la déclaration de guerre le 3 septembre 1939 et Henri donc démobilisé dans la foulée. Il a fait ce qu'on appelle la drôle de guerre. Leurs deux filles, Monique et Bernadette, ainsi que des oncles, des tantes, des cousins, tout ce monde-là vit à Taverny. C'est une grande famille, comme on en avait beaucoup en France à cette époque. Monique a 11 ans. Comme les petites filles de son âge, elle est pleine de vie, bien entendu. Elle adore la gymnastique, qu'elle pratique assidûment. Et en ce 7 juin, elle passe un examen à Aubonne. Ce n'est pas n'importe quel examen, c'est son certificat d'études. C'est le premier tour. Seulement, l'ambiance est lourde. On entend déjà au loin le bruit du canon, les élèves, les examinateurs, les surveillants. Tout le monde vit dans l'angoisse. Des abris ont été construits à la hâte dans la nuit. Des sacs de sable barrent un certain nombre de routes. Et cette fois, l'invasion tant redoutée depuis des semaines et qui devient imminente, dont on parle tellement depuis maintenant des jours, cette invasion des troupes allemandes est en cours. Les épreuves ont lieu d'un bloc. Il n'y a pas de cantine le midi. Une fois les épreuves du certif terminées, on renvoie les enfants chez eux pour essayer de les mettre en sécurité. Monique revient donc chez elle à pied, comme on fait à l'époque. De toute façon, il n'y a plus de train depuis que les bombardements se sont généralisés. Et le soir, dans la famille, on prend la décision, il faut partir pour le sud de la France. Il faut se jeter, comme tant d'autres le font depuis presque un mois maintenant, dans ce fameux exode. Exode que Monique raconte dans un ouvrage paru chez Geste Éditions il y a 2 ans et qui s'appelle « J'ai 12 ans à l'exode ». Le samedi 8 juin donc, le jour est à peine levé, des voisins, des amis, des parents de Monique, les Bondeaux, arrivent avec 2 voitures, il y a une camionnette et une voiture de tourisme. Ils ont demandé à la famille Moga la possibilité d'entreposer leur matériel de travail chez la grand-mère maternelle, dans le Loiret, à Neuville-aux-Bois. Ils travaillent dans l'électrification automobile. Eh bien, ils se proposent d'en profiter pour emmener Monique, sa sœur, ses parents, ainsi que le petit chien de la famille, Rick, dans la camionnette. Donc, il faut imaginer tout ce monde-là qui s'engouffre dans une énorme... dans la voiture. On en profite pour mettre les bagages, on les entasse comme on peut, ainsi que les bicyclettes. Et les 2 voitures prennent la direction de Neuville-aux-Bois. Monique va retrouver là-bas le reste de sa famille qui est en train d'arriver.
La confusion de cette époque est une chose tout à fait extraordinaire. Alors nous allons voir que, bien entendu, cette confusion a été extrêmement pénible à vivre pour beaucoup, mais qu'elle a aussi permis à d'autres, notamment des personnes qui avaient une vie difficile à l'époque, de se sentir en quelque sorte libérées. Du jour au lendemain, vous n'aviez, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, vous n'aviez plus de patron, vous n'aviez plus de créanciers, vous pouviez vous éloigner d'une ou deux personnes qui vous embarrassaient. Bref, c'est un moment de transformation, de bouleversement, disons-le, c'est un moment de chaos. Dans les jours qui suivent l'arrivée de la petite famille à Neuville-aux-Bois, les Allemands se rapprochent. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est comme une vague qui est en train d'envahir la France depuis le 10 mai au matin et qui, évidemment, s'accélère de jour en jour. Les Allemands progressent, il faut quitter Neuville-aux-Bois et le vendredi 14 juin, les bagages sont prêts. Pour faire la route, Monique, sa sœur, ses parents vont devoir utiliser maintenant une charrette, attelée à un cheval, bien entendu. Il n'y a même plus de voiture. Le 15 juin, le jour vient de se lever. L'oncle de Monique est parti la veille avec sa propre voiture dans laquelle avaient pris place la tante, les cousins, les cousines, etc. Et Henri arrive avec une charrette. C'était une assez grande charrette avec un cheval noir et marron appelé Raffia, nous dit Monique. Cela allait être notre attelage. En un temps record, mes parents transformèrent cette humble charrette en une sorte de roulotte de Romanichel. Une énorme malle en osier et toutes sortes de bagages y prenaient place, car ma grand-mère maternelle et ma tante Geneviève, ainsi qu'une autre tante, avaient décidé de partir avec nous. Les valises s'amoncelaient les unes au-dessus des autres et pour couronner le tout, quand il n'y eut plus de bagages à mettre, mon père fit entrer encore nos 4 bicyclettes. Il ne restait plus qu'à nous caser à 7 personnes dans cette charrette, 7 que dis-je 8, car il n'était pas question d'oublier notre chien. Mon père et ma mère s'installèrent sur le siège du cocher et le reste par derrière, comme on pouvait, soit les jambes coincées entre 2 valises, soit allongées sur des paquets avec un guidon de bicyclette dans le dos. Pour une petite fille, ça pourrait presque encore être amusant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous faites revivre l'exode de juin 1940 à travers la famille Moga qui arrive sur les routes de Beauce. Et oui, il fait toujours aussi chaud, même de plus en plus chaud sur ces routes. On traverse des champs, des bois. Les Mogas remarquent tous ces... Vous savez, il faut imaginer un peuple entier qui est sur les routes comme ça, qui se déplace en bicyclette, en charrette, en voiture. Une sorte de long ruban interminable de véhicules, comme elle le dit elle-même. Personne ne regardait personne, personne n'étonnait personne, riche ou pauvre. Tous avaient la même allure misérable de fugitifs. Il faut vous dire qu'on est maintenant assez tard dans l'exode. On est au-delà de la mi-juin 1940, c'est-à-dire dans le moment où les Allemands sont là, sont au milieu des gens qui eux-mêmes sont en train d'avancer. En fin d'après-midi, dans la forêt d'Orléans, tout bascule. Nous entendîmes un bruit d'avion, raconte Monique. Je n'y fis pas attention. Quoi de plus banal qu'un bruit de moteur dans le ciel? Au même moment, je vis notre interminable chenille s'immobiliser. Les gens descendent à toute hâte de leur charrette. Ceux qui étaient à bicyclette la jetaient à terre et tout le monde courait dans tous les sens, s'aplatissant dans les fossés ou dans les champs de blé. Ceux qui avaient pu trouver un arbre se blottissaient contre le tronc. Mais qu'avaient-ils donc tous ces gens? Étaient-ils subitement devenus fous? Nous étions là, ma famille et moi, plantés dans notre charrette, sans bouger, sans comprendre. Nous n'étions pas encore revenus de notre surprise quand nous entendîmes tout à coup le bruit sec que font les mitrailleuses. Et avec horreur, nous vîmes se dirigeant vers nous à une vitesse qui nous semblait prodigieuse 4 ou 5 avions qui, en rase-motte, mitraillaient notre long ruban de réfugiés. Et évidemment, chacun va essayer là de se protéger, de se cacher dans les bois, se cacher dans les fossés qui sont là le long de la route. Il n'y aura pas de morts et de blessés cette fois-là. Monique, sa sœur, ses parents, le reste de la famille choisissent une petite clairière pour passer la nuit. Et évidemment, on pense beaucoup, on parle peu, mais on rêve, on pense, on se souvient sur ces routes de l'Exode. Et Monique repense à sa maison de Taverny, elle rêve de son toit, d'un lavabo pour se laver. Elle a faim, car bien entendu, la nourriture fait défaut. Elle pleure, cette petite fille de même pas 12 ans. Et le calvaire, malheureusement, ne fait que commencer. Le lendemain, dimanche 16 juin
1940, dès le tout début de la journée, dès que le soleil paraît à l'horizon, tout le monde repart dans un temps toujours aussi magnifique, direction Châteauneuf-sur-Loire pour traverser le pont de la Loire. Dès 8 heures, à plusieurs reprises, les avions vont mitrailler de nouveau. Ils arrivent assez haut, ils repèrent les cibles et puis ils s'éloignent pour faire croire que le danger est passé. Et finalement, ils reviennent et mitraillent quasiment à bout portant. La route devient impossible, évidemment. Les parents vont aménager un trou dans la charrette pour la grand-mère maternelle qui ne peut pas se sauver à chaque attaque. Monique, sa famille sont attaqués par des espèces comment pourrait-on dire, ce sont des raids qui sont organisés. Voilà ce qu'elle écrit. Je courus dans le champ au milieu de gens qui, à la recherche d'une introuvable cachette, hurlaient d'effroi. Les balles pleuvaient autour de nous. Je m'aplatis au milieu des épis, tenant solidement le lien de mon chien. Cela piquait horriblement. La pauvre bête sautait aussi haut qu'elle pouvait pour essayer d'attraper et de mordre ces monstrueux engins qui volaient si près du sol. Le résultat ne se fit pas attendre. Les mitrailleuses s'acharnèrent sur nous. Comprenant alors l'immense danger que me faisait courir mon petit compagnon, la mort dans l'âme, j'ouvris la main, la laisse glissa, et mon chien fou furieux disparut parmi les blés. Dans un cas semblable, ajoute Monique, il faut faire le mort. Mais la guerre, cela s'apprend, surtout quand on est une petite fille, vous imaginez. Après cette nouvelle alerte, tout le monde arrive en début d'après-midi à Châteauneuf-sur-Loire pour passer le pont qui enjambe la Loire. Il faut traverser une rue très étroite et là, la charrette est complètement coincée. Et au même moment, reviennent les Stukas, reviennent ces avions sirènes qui sèment la panique. Il faut continuer à vélo et c'est là que la famille va se séparer. La tante, la grand-mère et le petit chien vont se mettre dans un endroit sûr. Monique, sa sœur, ses parents prennent les bicyclettes chargées des plus petites valises qu'on a pu trouver, dans lesquelles on a mis les choses les plus essentielles. Pour économiser de la place, Monique et sa sœur se retrouvent à devoir supporter sur elles un manteau d'été et d'hiver. Une sacoche est emportée, elle contient des titres, des bijoux, de l'argent, le peu de petites richesses, si je puis dire, dont pouvait disposer la famille. Mais dans cette rue étroite de Châteauneuf en direction du pont, on n'avance pas, bien entendu. La foule est compacte, on ne peut pas avancer. Avec son vélo à la main, Monique réussit quand même à franchir le pont. Il faut faire attention parce que le pont est miné. De l'autre côté de la Loire, il y a un canon, des soldats autour. La famille trouve refuge dans une grange. Il y a enfin un peu d'eau pour se laver. Le lendemain matin, lundi 17 juin, mauvaise surprise, un des 4 vélos a été volé. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre l'exode de juin 1940 avec la famille Moga. Et nous sommes donc maintenant le lundi 17 juin 1940. Et oui, alors la route reprend, on arrive dans le Cher dans l'après-midi. Il faut vous dire que la petite Monique a été blessée, c'est une piqûre d'insecte probablement, mais son doigt a enflé. Sa mère est allée dans une pharmacie pour essayer de trouver de quoi la soigner. Le soir, des soldats vont jeter depuis des camionnettes des boîtes de bœuf bouilli pour essayer de nourrir les enfants. On se nourrit comme on peut. Ma mère avait maintenant préparé 4 tartines, plutôt 4 couronnes de tartines, raconte Monique, puisque tout le milieu de la boule était inutilisable. Elle allait procéder à la distribution quand un bruit assourdissant d'avion en rasemotte nous fit tourner précipitamment la tête. Et ça y est, c'est un nouveau raid terrible. Il y a eu cette fois beaucoup de morts, beaucoup de blessés. La maman est grièvement blessée. Le père aussi a été touché au ventre. Monique et sa sœur sont en vie. Alors, il y a des ambulances militaires qui finissent par arriver. Je vais très vite, bien entendu. Il faudrait rentrer dans le détail de ce terrible témoignage. Le père et la sœur de Monique vont monter dans une des ambulances. Elle va monter avec sa mère et d'autres blessés dans une autre. Je me recueillis profondément et fis à Dieu le vœu d'aller à Lourdes si maman survivait, écrit-elle. Je promis même de faire une partie du chemin à pied, mais durant l'exode, Dieu n'écoutait pas et n'exauçait pas les prières des enfants. Le soir du 17, les 2 ambulances arrivent dans la cour du château de la Ferté-Saint-Aubin. Madeleine et Henri sont transportés à l'intérieur pour y être soignés. Il y avait, nous dit Monique, des blessés partout, couchés sur des brancards, couchés par terre ou assis sur le plancher. Quelques bougies éclairaient ce décor fantomatique et la maman va mourir. Le prêtre arrive et dit à Monique « Embrassez votre mère ». C'est la petite fille qui ferme les yeux de sa mère, qui l'embrasse une dernière fois. Elle sera enterrée dans le parc de la
propriété. Ensuite, une infirmière va panser les mains blessées de Monique. Elle lui donne la petite sacoche que sa mère avait sur elle, une sacoche qui est toute maculée de sang, de même que les billets de banque qui sont dedans d'ailleurs. Le père a eu l'abdomen perforé par un éclat de bombe. Il doit être opéré, mais il faut aller dans un autre hôpital. Et dans l'ambulance qui conduit son père vers ce fameux hôpital, les blessés sont là, qui réclament à boire, qui souffrent, etc. On est entré vraiment cette fois dans l'horreur. Le lendemain, mardi 18 juin, l'hôpital du Sacré-Cœur d'Issoudun accueille la petite famille. Les pansements de Monique sont changés, mais à Issoudun, comme à Châteauroux, quelques kilomètres plus loin, il n'y a pas de place pour opérer le père de Monique. Et on leur dit, il faut aller plus loin, il faut aller à Poitiers, à l'Hôtel-Dieu de Poitiers. Alors, ils vont y finir par y arriver à cet Hôtel-Dieu de Poitiers. Imaginez la grande porte cochère, la cour pavée. Dans la chapelle sont installés un certain nombre de cercueils. Le père est transporté à l'intérieur. Monique se retrouve avec sa sœur au dortoir des enfants perdus. On va quand même lui changer ses pansements, on leur sert de la blanquette de veau, on leur permet de se laver un petit peu et elles finissent par s'endormir. Le lendemain matin, nous sommes le 19 juin. Et évidemment, quand on connaît l'histoire de Poitiers, ce qui est mon cas, n'est-ce pas ? On sait que le 19 juin, c'est le jour du grand bombardement de la ville par la Luftwaffe. Et ça recommence. En un instant, raconte Monique, ce fut la panique. Dans un sauf-qui-peut général, les infirmières attrapèrent le plus possible de bébés pour les jeter à l'intérieur de la cave. Les bombes tombaient les unes après les autres dans un fracas épouvantable. Pour ma part, terrorisé, je courais dans tous les sens, les doigts dans les oreilles pour ne plus entendre le bruit et criais, en pure perte d'ailleurs, « La cave ! Où est la cave ?» Il y a des blessés, il y a des morts dans tous les sens. Où est le père de Monique ? Elle cherche son nom sur les cercueils. Et pendant ce temps-là, le service des enfants perdus ne cesse de se remplir. Elle ne trouvera pas le nom de son père. Le jeudi 20 juin, au matin, grâce à l'infirmière qui les a un peu prises sous son aile, Monique et sa sœur retrouvent leur père au service de radiologie de l'hôpital. Il n'y a pas que, évidemment, il y a beaucoup de grands blessés qui sont là. Dans cette petite pièce avec 3 ou 4 fenêtres à petits carreaux, Henri Moga, qui a les joues creuses, les yeux vitreux, fait entendre une voix étouffée. Le père de Monique connaît la sœur d'un ami, Madame Pat, qui habite 27 rue des Carmes à Poitiers. Eh bien, c'est cette dame qui va héberger les 2 petites filles. Vous imaginez, pour d'aussi jeunes enfants, l'extraordinaire bouleversement que tout ça peut représenter, bien entendu. La dame qui les héberge s'appelle Mademoiselle Vieillard, dans une grande maison qui est déjà elle-même occupée par toutes sortes de réfugiés qui arrivent de Paris. Dans les jours qui suivent, Monique et sa sœur se rendent à l'Hôtel-Dieu pour voir leur père, qui va un peu mieux, et à la fin du mois d'août seulement, ce qu'il reste de la famille retrouvera la maison de Taverny après avoir vécu pendant cet exode tardif, sans doute les pages les plus dramatiques de leur existence. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Nous allons parler des aspects très sombres comme celui-ci, mais aussi d'aspects un peu moins sombres de l'exode dans un instant. Et puis on va essayer de resituer cet exode dans le cadre de la guerre en 1940. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck, vous avez 2 invités pour cette émission consacrée à l'exode de juin 1940. Vous recevez Olivier Vieviorca, historien, professeur à l'École normale supérieure de Cachan, et Christian Carion, réalisateur, dont le film « En mai, fais ce qu'il te plaît » est en salle depuis le 4 novembre. Ce n'est du reste pas le premier film historique de Christian Carion, il s'en faut, puisque vous nous aviez proposé Joyeux Noël il y a une dizaine d'années, et puis L'affaire Farewell également. Donc vous aimez l'histoire, on peut le dire, Christian Carion. Oui, j'y suis venu tard, mais j'aime bien. Oui. Alors dans ce film, vous nous montrez un exode un peu plus, comment dirais-je, un peu moins dramatique que ce que je viens de raconter à travers le cas de cette petite fille. Il y a les deux, disons. Vous nous montrez que l'exode, ce n'est pas seulement des moments atroces. Il y a eu aussi, pour certains, de bons moments. Disons que je me suis appuyé sur le témoignage de ma propre mère, qui avait vécu cet exode. Elle est partie le 17 mai 1940, très exactement. Plus tôt que la petite Monique. Voilà. C'est ça. Et elle fait partie, c'est aussi géographique, c'est le Nord-Pas-de-Calais, donc c'est les premiers aussi à partir.
plus on habitait au nord et Oui. plus on est parti tôt, en fait, Plus par on, définition. plus on se prend la guerre tôt. Bah, bien sûr, oui. Donc elle part et elle m'avait raconté que le mois de mai 40 était peut-être un des plus beaux mois de sa vie. Alors je le faisais répéter. Et elle me disait, mais j'avais 14 ans, du jour au lendemain, plus d'école. C'est ça. Du jour au lendemain, nous voilà partis sur les routes alors que nous, des paysans, on prenait jamais de vacances. J'ai un vélo, mais je suis devant le groupe, je suis éclaireuse, j'ai un rôle. Le mois de mai 40 est le mois de mai le plus chaud du XXe siècle, pas une goutte de pluie. Et elle me disait, et en plus, on nous demandait d'aller voler dans les maisons, c'était le top. Ah oui, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait un vent de liberté. Oui, C'est étonnant. Hein, Il y avait d'un seul coup, c'est vrai que c'est un grand chaos, un grand fracas. La société est bouleversée, elle est sans dessus-dessous, on peut Un le dire. monde s'effondre à jamais. Hmm. Une France s'effondre à jamais. Et dans ce chaos-là, eh bien, ça libère des énergies, ça, voilà. Mais qu'est-ce qui poussait tous ces gens sur les routes? La peur de l'invasion, la peur des Allemands, de leur Pour arrivée? les gens du Nord-Pas-de-Calais, c'est une redite, l'arrivée des Allemands, avec 14-18. Donc ils ne voulaient absolument pas revivre ce qu'ils avaient subi. Donc Il c'est y la avait même terreur. un vieux souvenir de 70 pour certaines régions aussi. Oui, donc tout à fait. c'était une redite en quelque Oui, sorte. voilà. Donc c'est vraiment la mauvaise suite. Hmm. Et donc les gens se sont enfuis. Ils avaient aussi vu passer les Belges d'abord, qui leur avaient raconté des horreurs. Et donc tout ça, la peur, c'est contaminant. Tout Et quand simplement. on voit les voisins partir, on se dit après tout, je vais pas être le seul à rester. Ouais, là. il y a un phénomène de panique collective, tout simplement, et qui fait que pour rester, il faut vraiment, finalement, avoir beaucoup de courage. C'est un paradoxe, oui. C'est un paradoxe, oui. Et les motivations pour partir sont aussi variées qu'il y a d'êtres. C'est ça d'ailleurs le plus intéressant dans un phénomène comme celui-ci, Olivier Viavorca, c'est qu'il échappe quasiment à l'appréhension de l'historien. Il y a autant d'exodes qu'il y a eu de personnes sur les routes. Oui, il est tout à fait difficile pour un historien de raconter l'Exode, même si cela a été fait, par exemple, par un collègue qui s'appelle Éric Allary, Oui. dans un livre sur l'Exode. Il est très difficile parce que justement, c'est au fond la juxtaposition de beaucoup d'itinéraires individuels. Et pour rebondir sur ce que disait Christian Carion, il y a au fond, tombe sur les individus la nécessité de choisir seul. Personne ne vous dit ce que vous avez à faire et vous vous retrouvez confronté à des choix. Et ce sont des choix essentiels. Partir, rester, être en groupe, être seul. Autant d'éléments qui n'appartiennent qu'à vous. Pour partir, il faut, j'allais dire, 3 conditions. La première, c'est d'avoir un but quand même. Généralement, quand on part, on sait vers où on se dirige. Hein. C'est-à-dire que ces gens ne se lancent pas sur les routes sans savoir où ils vont. Généralement, ils vont chez un oncle, une cousine, quelqu'un qui se trouve dans le Lot ou ailleurs. Enfin bon, dans le sud en tout cas. Donc la deuxième condition, c'est d'avoir un véhicule, d'avoir des moyens de partir. Et ça va être une sorte de réquisition générale de tout ce qu'on peut trouver comme moyen de transport, y compris de voitures hippomobiles, même si on est en 1940, parce que à cause des considérations de carburant, de mécanique, etc., d'autonomie d'une certaine manière, beaucoup de vélos aussi, beaucoup de gens à pied, tout simplement. Et puis il faut une troisième condition quand même, c'est une certaine mobilité. Je me rappelle, lorsque je travaillais sur l'histoire du château de Versailles et que j'étais arrivé au chapitre de juin 1940, j'avais vu que les 2 seuls gardiens du château qui étaient restés sur place étaient 2 handicapés de la Première Guerre mondiale qui ne pouvaient pas partir, tout simplement. Bien sûr, hein, il faut pouvoir galoper sur les routes, si je puis dire. Vous avez entièrement raison. On peut quand même préciser que beaucoup de personnes partent à pied. Ils n'ont pas de voiture, donc c'est ces images très célèbres de gens roulant des poussettes. Hein, et que on parlait tout à l'heure des peurs. Vous avez ce souvenir extrêmement présent de la première occupation allemande, qui a été une occupation très dure et dont les nordistes et les Belges se souviennent. Mais vous avez aussi l'espoir. Et cet espoir, c'est l'idée aussi qu'au fond, les Allemands vont s'arrêter. Ils vont être stoppés sur la Meuse, ils vont être stoppés sur la Après Seine. tout, le gouvernement a montré l'exemple, ou le mauvais exemple, je ne sais pas comment dire, mais il est déjà parti pour Tours puis Bordeaux, en fait. Absolument. Mais le cas s'était déjà produit en 14. Vous aviez déjà eu un départ du gouvernement vers Bordeaux et vous aviez eu le miracle de la Marne. Et vous avez cette espérance, justement, Ça va pour se reproduire, beaucoup, oui. voilà, qu'il va y avoir un nouveau miracle, dans la mesure où l'idée que la France soit défaite est une idée totalement impossible à admettre.
pour beaucoup de contemporains. Nous avons la meilleure armée du monde, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, autant de slogans qui circulent à l'époque. Oui, alors vous avez autant d'expérience qu'il y a eu de personnes, il y a quand même un certain nombre d'archétypes. Et ces archétypes, vous avez été les traquer, vous, Christian Carion, vous les avez repérés grâce à un certain nombre de témoignages. C'est le moyen de travailler sur des périodes comme celle-là. Hein. Absolument. Moi, je voulais faire un film à hauteur du peuple des routes. Donc j'avais besoin de me nourrir. Jolie expression, mais c'est vraiment ça. On a l'impression de cette espèce c'est un peuple qui s'écoule. Moi, je fais juste une petite parenthèse, mais j'ai beaucoup interviewé, puisque c'était mon métier d'aviateur de cette époque, et ce qui les a le plus marqués, tous ces aviateurs de la campagne de France, c'est de voir ces routes complètement pleines, comme des espèces de rubans humains immenses, et de gens qui marchent comme ça, qui marchent. Il faut peut-être rappeler que c'est 8 à 10 millions de personnes, que c'est le plus grand mouvement de population qu'ait connu le pays, et c'est un vieux pays. Mais oui. Et donc là, c'est un moment exceptionnel dans toute son histoire. Et se mettre à hauteur des gens, c'est effectivement d'abord recueillir leurs témoignages. Donc j'avais fait un appel au peuple à l'époque. Je suis allé à France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en disant aux gens, vous avez des histoires dans vos armoires et sous vos lits, donnez-les-nous pour qu'on puisse nourrir le film de tout ça. Et on a été totalement noyés, submergés par des témoignages comme celui que vous avez évoqué au début de l'émission, et à partir desquels nous, on a pu travailler justement. Oui. Une partie de ces témoignages des Français sur les routes est recueillie par Jean-Pierre Guénaud, notre ami Jean-Pierre Guénaud, dans son ouvrage Paroles d'Exode. Il avait fait beaucoup de paroles jusqu'ici, si je puis dire. Ce sont vraiment des verbatims, en quelque sorte, hein, Paroles d'Exode, les récits qui ont en partie inspiré ce film « En mai, fais ce qu'il te plaît », qui fait l'objet d'une novélisation, c'est comme ça qu'on dit non, c'est une novélisation à l'envers, puisque nous avons écrit le roman après... Avec Laure Hirman. Nous avons écrit le roman après le montage du film, tout simplement pour mettre sur le papier ce qu'on n'a pas pu garder sur l'écran. Oui. Donc le roman va plus loin que le film en fait. Vous conseilleriez de commencer par le film quand même, pour bien sûr, dans l'ordre. S'immerger tout de suite dans cet exode. Alors nous allons voir, parce que jusqu'ici nous avons essayé d'appréhender le sujet de manière assez générale. On va revenir dans le détail et dans l'émotion de cette période. Europe 1, au cœur de l'histoire. L'exode de juin 1940 au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1. Deux invités. Franck Ferrand, vous recevez Olivier Vievorka, historien, professeur à l'École normale supérieure de Cachan, et Christian Carion, réalisateur du film En mai, fais ce qu'il te plaît, à l'affiche depuis le 4 novembre partout en France. Un film écrit grâce à de très nombreux témoignages. Oui, et sans tout révéler, Christian Carion, il faut que vous nous racontiez en gros l'histoire de ce film. Que se passe-t-il ? Le cœur de l'histoire, c'est un village du Pas-de-Calais. C'est mon village d'enfance qui part le 17 mai. À la tête, son maire, qui est un peu mon grand-père, quelqu'un qui part avec la Marianne sous le bras en disant on ne peut pas laisser ça aux Allemands. Il a appelé son cheval Hitler parce qu'il avait le même caractère. Et les voilà partis sur la route avec donc l'ensemble du village. Et il y a évidemment une institutrice, toute jeune, c'est son premier poste. Et elle a sous sa responsabilité un petit garçon qui est un Allemand qui est séparé de son père, qui lui-même avait fui 1 an auparavant le régime nazi, qu'il combattait comme il pouvait, mais arrivé en France, c'était quand même un Allemand et il s'est retrouvé en prison. Donc les voilà partis et le père, lui, va se retrouver libéré par le bombardement de la ville d'Arras, où il était emprisonné donc, et il part à la recherche de son gamin qui est sur les routes d'Exode avec ce village. Voilà. Cette espèce d'angoisse, de chaos dont nous parlions, que les gens ont vécu de façon assez différente. Pourquoi le titre « En mai, fais ce qu'il te plaît » ? Alors je vais vous dire, j'ai eu la chance que ce soit Ennio Morricone qui compose la musique du film. Et il y a 2 mois, je l'ai vu pour une interview croisée. Et il me dit, vous n'avez pas changé le titre ? Je dis non, pourquoi y tenez-vous ? Il me dit, j'aime beaucoup parce que dans « En mai, fais ce qu'il te plaît », il y a du printemps là-dedans, il y a de l'espoir, aller vers la liberté. Moi, j'ai écrit la musique pour accompagner ce peuple qui cherche la paix. Si vous changez le titre, il faudra que je change la musique. J'ai dit, je vais le garder. Et c'est un très beau titre, du reste. Et il y a effectivement cette
ce paradoxe, hein, cette ambivalence de l'époque, de la période. Dans le récit tout à l'heure, j'ai beaucoup fait allusion au temps parce qu'il fait beau, il fait chaud. Toutes les aubes sont des aubes pleines de promesses qui évidemment sont généralement battues en brèche par la réalité. Et la réalité, ce sont les bombardements, Olivier Viviurca. Il ne faut pas oublier cet aspect. Hein. Oui, vous avez eu beaucoup de bombardements que l'on attribue très souvent, mais sans doute à tort, à l'aviation italienne. Or, l'Italie n'entre en guerre que le 10 juin 1940, donc il y a un problème. Il y a eu quelques bombardements italiens, mais très ponctuels, voilà, en fait. Hein. En fait, vous C'est avez... presque un mythe, là. On pourrait parler de légende urbaine ou de légende rurale, en l'occurrence, plutôt. Absolument. Oui. Et donc, vous avez effectivement des chasseurs, des Stuka, des chasseurs bombardiers, qui mitraillent les convois, ce qui provoque... Avec ce sifflement strident qui a laissé dans la mémoire des victimes un souvenir atroce. Hein. Oui, tout à fait, ce que l'on appelait les trompettes de Jéricho, et qui était non pas un sifflement dû au moteur, mais un sifflement provoqué volontaire, pour inspirer la peur. Et ça, ce souvenir que l'on voit très bien dans le film de Christian Carion, ce souvenir est un souvenir bien évidemment d'épouvante pour énormément d'individus. Ce que montre bien, je pense aussi, le film de Christian Carion, c'est la pluralité des destins. On a de manière très humaine et de manière très incarnée, au fond, cette pluralité d'itinéraires, notamment à la fin, enfin, j'espère ne rien dévoiler, au moment où il faut choisir entre... N'allez pas trop loin quand même. Entre partir, entre rester. Voilà, on voit bien comment chaque individu va faire des choix, et des choix quand même difficilement réversibles. Alors, avec des alternances de périodes d'accablement, parce que tous ces gens ont très peu à manger, ne peuvent pas se laver normalement. Il y a des conditions d'hygiène qui sont terribles. Christian Carion, il faut le dire. Ça, hein. Tout à fait. Et puis aussi, pas toujours des gestes de solidarité dans les villages qui sont traversés. Ma mère m'avait dit qu'ils avaient traversé un village où on voulait leur vendre des verres d'eau. Oh là là. Comment on peut... Comment c'est simple, ça s'appelle le profit. On rançonne les gens pour aller chercher de l'eau dans un puits. Voilà. Alors ça, c'est le mauvais côté. Il y a aussi ceux qui vont se montrer d'une générosité incroyable. Il y en a beaucoup quand même, hein, qui ouvrent leur maison, qui ouvrent leur ferme, etc. Il y a d'autres endroits où, par exemple, ma mère m'a raconté que quelqu'un était sur le point d'accoucher. Eh bien, une dame qui vivait seule dans une demeure très bourgeoise a ouvert vraiment sa maison. Et d'ailleurs, ils sont restés en contact. Ils se voyaient après la guerre. Voilà, il y a eu aussi ça. Il faut le dire. C'est toute la diversité des destins humains qui se trouvent d'un seul coup comme précipités dans un événement comme celui-là. C'est magnifique pour un cinéaste, ça, non ? Mais c'est une matière première exceptionnelle. Là, vous touchez à l'humanité des choses et de ce qui se passe, et puis les comportements. Donc vous avez des personnages, des caractères. Enfin, moi, c'est la première fois que j'avais dans les mains une matière aussi romanesque. Sans entrer dans les secrets du tournage, le fait que vous ayez besoin de ce temps radieux n'a pas dû faciliter les choses, hein, j'imagine. Faut pas jeter l'eau propre sur le Nord-Pas-de-Calais. Non, on a tourné en juin 2014 et on a eu vraiment un mois de juin magnifique. Oui, donc qui était conforme à ce qu'avait été le mois de juin. Espéré. 40, oui. Est-ce que pendant le tournage, vous avez eu des personnes qui sont venues en disant, eh bien moi j'ai fait l'exode, moi j'ai connu ça et je peux vous raconter. Eh ben, pour tout vous dire, en fait, j'ai demandé à ce qu'on tourne là-haut. D'abord, je ne voulais pas que ce tournage soit délocalisé. C'est donc un film 100% français. Nous l'avons tourné dans le Pas-de-Calais parce que c'est mon pays d'enfance, que j'en connais chaque talus, chaque champ. Et je savais surtout, pour répondre à votre question, que la figuration qui allait se présenter comme candidate, c'était des gens du cru, donc des gens dont les familles avaient vécu l'exode. Donc je me suis retrouvé, si vous voulez, avec une figuration exceptionnelle, totalement habitée par le sujet, concernée, et qui était donc là pour, non pas faire mon film finalement, mais pour raconter leur propre histoire. Et là, dans ces cas-là, c'est un vrai bonheur de travailler avec des gens comme ça. Il y a un sujet qui est un sujet parallèle à celui de l'exode, c'est celui de la campagne. Parce que pendant que la population civile s'égrène sur les routes de France en direction du sud dans un sauve-qui-peut général, les armées françaises, elles, se battent. Et contrairement à ce qu'on a parfois tendance à croire, en 1940, elles se battent extrêmement et jusqu'au bout, Olivier Viviurca. Oui, tout à fait. Donc on a une campagne à l'ouest qui commence le 10 mai 1940 et qui va effectivement être plus rude que ce que l'on affirme souvent.
effectivement, in fine, les armées Les Allemands françaises avancent quand même. Voilà, Enfin, oui. les Allemands avancent quand même, notamment parce qu'ils réussissent à percer à Sedan et à traverser la Meuse. Donc à partir du moment où ils traversent la Meuse, la messe est dite, mais vous avez effectivement des très gros combats. Et donc l'un des problèmes que l'état-major a à gérer, c'est précisément l'encombrement Et voilà. de ces routes qui va gêner parfois les manœuvres de l'armée française. Et comment, pardon, mais je ne vais pas refaire les ouvrages de Marc Bloch et autres, mais comment n'a-t-on pas prévu ça ? C'est-à-dire que l'une des conditions essentielles dans une période de combat, surtout dans une période de combat au milieu du XXe siècle, c'est de disposer des voies, que ce soit des voies de chemin de fer ou des voies de route, bien entendu. Et là, les routes et les trains, tout est bloqué à cause de la population civile. Ça a été quand même assez mal conçu, ça, Alors ça a été mal conçu parce que dans l'idée de l'état-major, l'idée c'était que au fond la ligne Maginot allait bloquer les Allemands. Personne n'imaginait que cette ligne Maginot suffirait à bloquer les Allemands, mais elle permettrait de gagner du temps. Pendant ce temps, le dispositif français s'organiserait, les Français permettraient de tenir le choc et d'organiser la grande offensive. Or, malheureusement, d'une part, les Allemands ont percé à l'endroit où il n'y avait pas de ligne Maginot, à savoir les Ardennes, et d'autre part, très malencontreusement, le général en chef, le général Gamelin, a décidé de sortir de la ligne Maginot pour aller assister les Belges et les Néerlandais dans ce qu'on appelle la manœuvre d'Île-Breda. Donc au fond, l'état-major n'a pas respecté les plans. Eh oui. Et à partir du moment où ces forces sont parties en avant de la ligne Maginot, eh bien les Allemands ont pu faire ce qu'on appelle le coup de faucille, le coup de faux, et les prendre à revers. Là, la bataille était perdue. Alors, une dernière question d'ordre militaire, si je puis dire. Comment expliquer que les avions allemands bombardent et mitraillent des populations civiles ? Alors tout simplement parce que c'est une arme de terreur, et il y a l'idée qu'en mitraillant, on va créer de la peur, créer du désordre, et donc rendre la contre-offensive française encore plus difficile. Ça a joué un rôle essentiel dans l'image que la population française dans son ensemble a conçue de l'occupant, il faut le dire. C'est-à-dire que ça n'a pas été une carte de visite très aimable quand même. Alors ça n'a pas été une carte de visite très aimable, d'autant que vous aviez quand même le souvenir de Guernica pendant la guerre oui, bien d'Espagne, sûr, hein. que vous aviez le souvenir ensuite du bombardement de Varsovie, et que vous aviez ensuite le souvenir du bombardement de Rotterdam. Donc vous avez effectivement une très grande peur du rôle que l'aviation va jouer pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, pour les mouvements de population, on ne peut pas dire qu'ils soient responsables de la défaite française. Ça n'a joué qu'à la marge. Oui, bien sûr. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages, Olivier Vieux-Vurca, Les mythes de la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Jean Lopez et vous-même. C'est paru en septembre dernier. Absolument. Et puis un ouvrage sur les députés et sénateurs français pendant cette période de l'occupation. Ça s'appelle Les orphelins de la République et c'est aux éditions du Seuil. L'autre livre est paru chez Perrin. Absolument. Alors, j'ai entre les mains, bien entendu, l'ouvrage de Christian Carion et Laure Irman, qui est à l'origine, en quelque sorte, nous dites-vous, du film. Ça s'appelle, comme le film, En mai, fais ce qu'il te plaît. Le film est actuellement dans les salles, il est facile d'y aller. J'espère que vous allez vous y précipiter à l'issue de cette émission. Et puis, de Jean-Pierre Guénaud, Paroles d'Exode, mai-juin 1940, des lettres, des témoignages des Français qui, justement, ont pris ainsi la route dans le désordre, dans le chaos et dans l'espoir.